Donc, nous sommes sur ce deuxième sujet qui est celui du prix, et qui est un sujet pas forcément facile à aborder, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les prix du cacao. Je voulais peut-être commencer par situer la courbe du prix du cacao, que j'imagine que certains d'entre vous la connaissent. Elle a été particulièrement marquée par cette hausse dernière que nous avons connue là, dans les années 2013 à 2016, où en fait il y a eu à un moment donné une sorte de légère surproduction sur le marché du cacao qui a généré une réponse très forte du marché, puisque le marché du cacao est un marché qui est coté en bourse, notamment la bourse de New York et la bourse de Londres. Ce marché du cacao a tendance à surréagir dès qu'il y a un événement, une légère surproduction. La spéculation pousse le marché à surréagir et on a une réaction très forte, ce qu'on appelle un marché élastique. Donc ça fait des sauts à l'élastique, ça monte très vite et ça descend très vite, puisque tout de suite après, à partir de la fin de 2016, nous avons une chute brutale des cours du cacao qui ont perdu 35% de la valeur. Donc on imagine bien, les producteurs ont perdu 35% de leurs revenus en quelques mois. Et les prix, comme vous le voyez là sur la courbe, entre 2016 et maintenant, les prix du cacao sont restés extrêmement bas. Ils ont été autour de 2000 € la tonne, alors qu'ils étaient, vous ne voulez pas, à 3000, 3500 $ la tonne, et ils se sont effondrés. Et ils sont restés sur une moyenne, on va dire, d'environ 2300 $ la tonne pendant toute cette période. Et nous avons aujourd'hui, cette année, depuis le mois de juin, une nouvelle hausse des cours du marché, due principalement à des problèmes climatiques en Côte d'Ivoire qui entraîneraient une diminution de la production. Mais encore une fois, cette diminution de la production est estimée, selon ce qu'on lit dans la presse, à environ 100 000 tonnes, ce qui est relativement peu par rapport aux 5 millions de tonnes du marché. Et encore une fois, on a une réaction forte du marché, on a un marché qui surréagit et qui fait monter les prix très haut. Et aujourd'hui, nous étions à 3800 $ la tonne, donc un prix qui n'a jamais été atteint jusque-là. Donc, nous allons organiser notre discussion avec les producteurs en parlant d'abord pour ne pas s'en mêler, on va d'abord parler de la première période, celle du prix de 2016 à 2017, des prix relativement bas, et puis nous parlerons ensuite de la période actuelle où les prix sont plus hauts. Donc, j'aimerais commencer par donner la parole à César. César, tu vas parler français. Tu vas faire un effort. Tu vas faire un effort, je crois. César, est-ce que... Alors, le Pérou est un pays particulier, c'est un pays avec un cacao fin, aromatique, un cacao qui, habituellement, on imagine qu'il est mieux payé. En tout cas, vu d'Afrique, souvent, on a l'impression qu'en Amérique latine, les prix du cacao sont plus élevés qu'en Afrique. Est-ce que tu peux nous dire, toi, dans cette période de 2016 à aujourd'hui, lorsque les prix étaient relativement bas, quelle était la situation au Pérou, quels étaient les prix du marché, quels étaient les prix FOB du Pérou, est-ce que les prix étaient plus élevés qu'ailleurs? A ver, yo creo que hay dos realidades. Primero, la realidad de las cooperativas más fuertes, y ahí yo digo dentro de las fuertes está mi cooperativa, que tiene relaciones con clientes importantes desde hace muchos años, que logramos buenos precios. Donc il y a d'un côté des coopératives fortes, comme le cas de Andino, qui ont un pool d'acheteurs historiques qui soutiennent avec des prix élevés. Nosotros en estos últimos años el promedio de venta de cacao el mínimo es $4,000 la tonelada, pero hay el resto de cooperativas que son también que tienen una historia, pero no logran así insertarse con clientes como los que hemos conseguido, están por medio de 3.000, sí, máximo 3.000 tonnes. Y los productores que no están organizados, que venden a la red de intermediarios, porque en el Perú hay también una red grande de intermediarios que venden a las transnacionales, que venden a precios entre $2.500 la tonelada. Donc à différents niveaux, on a des coopératives comme Andino qui vont arriver à vendre à $4,000 la tonne. Il y a d'autres coopératives moins consolidées qui vont plutôt être à $3,000 la tonne, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'acheteurs, commerce équitable, avec des relations commerciales de long terme. Et puis après, il y a les autres producteurs, pas organisés ou pas en production bio,
qui vont se retrouver confrontés au marché, et là ils ont été confrontés plutôt à des marchés à des prix de 2500 $ la tonne. Y es que es una realidad también, el Perú es conocido como un productor de cacao fino, pero también hay el cacao estándar, que es un cacao CCN 51, que es bueno, pero no tiene también el nivel que hay de los cacaos aromáticos como el que tenemos nosotros. Donc le Pérou est un pays producteur qui est connu pour ses cacaos fins, avec des variétés natives, mais il y a aussi du cacao qui provient d'une variété améliorée, le CCN 51, qui a une qualité qui est moindre, en grande quantité et qui va plutôt sur des marchés de masse. Merci César. On reviendra plus tard sur le Pérou. Marc Tanou, est-ce qu'on peut avoir le point de vue de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est un pays qui est complètement à l'opposé. On est dans le premier pays producteur de cacao. On a un système régulé par l'État. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne et quelle a été la situation des prix du cacao en Côte d'Ivoire dans cette période 2017-2023 avec des prix relativement bas? Ok, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Marc Tanou. Je suis le directeur de la CEP. La CEP, c'est la Société coopérative équitable du Banama. Nous sommes basés à Tiassali, dans la région de Niébi-Tiassa. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, le cacao est particulier parce que le cacao représente 15% du PIB. Et c'est 45% de la production mondiale. Le cacao occupe au moins 24% de la population ivoirienne. En 2007, le prix du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire était à 700 francs du kilo. Or, sur le marché mondial, c'était très élevé, je peux dire. Mais la fixation du prix du cacao est un peu complexe en Côte d'Ivoire, puisqu'elle est gérée par un organe étatique qui est le Conseil Café Cacao. Les coopératives ne sont pas beaucoup associées. Il faut dire que la Côte d'Ivoire vend sa production en avance. C'est-à-dire que pour cette année, pour la campagne 2022-2023, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café Cacao, a vendu déjà le cacao en janvier à mars. Donc, le prix de référence actuellement est de 2300 € la tonne. Or, sur le marché mondial, c'est 3400, 3500. Donc, la fixation du prix du cacao est un peu complexe chez nous. D'accord, donc ce que tu expliques, c'est que le prix du cacao, même s'il est haut aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est resté bas. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Sur ma courbe que vous voyez là, il y a en bleu donc les prix du marché mondial. En gris, je vous ai mis le prix Fairtrade Bio, qui est quand même une référence sur le marché du commerce équitable, puisqu'il est à 2950 ou à prix du marché plus 550 $ lorsque le prix du marché dépasse le prix minimum garanti de 2400 $. Et donc voilà, ça donne cette courbe grise. Et puis voilà, j'ai tracé la courbe pour un pays pour lequel nous pratiquons équitable pour le Pérou, mais qu'un certain nombre d'entreprises de commerce équitable pratiquent des prix, on va dire, de ces niveaux-là. Mais surtout, voilà, je voulais vous présenter ce graphique-là, également, Marc, que nous avons réalisé suite à notre visite en Côte d'Ivoire dernièrement, où on a repris un peu les grands thèmes. Alors, bon, vous avez en bleu le prix au producteur, en orange l'additionnel au producteur, la marge de la coopérative, la prime de développement du commerce équitable. Voilà. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que en Côte d'Ivoire, les différents prix que vous avez là sont très différents. Vous avez un prix Fairtrade de base, on va dire, qui est le prix de 900 francs CFA au producteur, plus 208, plus 161, 208 de différence et 161 de prime, et les 80 francs qui vont à la coopérative. Et puis après, vous avez par exemple ce que donne le bio tout court sans le Fairtrade, le Rainforest, qui lui est seulement de finalement 35 francs CFA de plus, et puis le conventionnel qui lui est tout simplement à 900 francs CFA. Marc, est-ce que
ce prix, ces prix-là pendant cette période, vous étiez payé, on va dire, les producteurs étaient à 900 francs et 88 francs pour les coopératives. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un prix suffisant, un prix suffisamment rémunérateur pour les coopératives et pour les producteurs en Côte d'Ivoire? Bon, effectivement, on peut rester 2 jours parler du prix du cacao. En Côte d'Ivoire, les producteurs sont très mal rémunérés. Nous sommes une coopérative vraiment à part, comme on a dit, c'est une chance pour nous. Au même moment où les producteurs du conventionnel sont payés à 900 plus 80 francs, nos producteurs touchent pratiquement presque 1350, ça veut dire que 900 francs plus 525, si fait bien les calculs. Donc je peux dire que chez nous, on peut dire que les producteurs sont bien rémunérés parce que le prix minimum est garanti. Même quand le conseil café cacao abaisse le prix à 700, nos prix restent intacts, ce n'est pas diminué. Très bien. Eh bien, prenons un contexte complètement différent, qui est celui du Guatemala, Lorena. Le Guatemala est un pays producteur, tout petit pays producteur, puisqu'il ne produit que 2000 tonnes de cacao. Et surtout, le Guatemala n'exporte que très peu de cacao, puisque la plus grande partie, 90% de la production nationale, est consommée localement sous forme de cacao chaud, de boissons chocolatées. Et donc vous, quelle est la situation? Est-ce que vous pouvez peut-être présenter en 2 mots la coopérative Apodip et puis nous expliquer quel est le contexte du Guatemala dans cette période de prix bas? Comment étaient les prix du marché auprès des producteurs? Y después el contexto del precio en el 2017, el precio internacional estaba más bajo. Buenas tardes. Pues Apodip es una asociación de pequeños productores que se encuentra en la zona norte de Guatemala. Es una de las organizaciones formadas que apoya al productor de cacao en Guatemala. Llevamos 20 años de constitución, pero desde que estamos en la cadena de valor del cacao, empezamos en el 2017 a la actualidad. Donc Apodip est une organisation de producteurs au nord du Guatemala qui initialement avait démarré dans le café, sont des producteurs de café principalement, et qui ont démarré le projet de collecte du cacao plus récemment, depuis quelques années. Pues actualmente estamos apoyando productores de cacao con un número de 820 productores. En realidad en la zona hay más productores que por el modelo de negocio o de organización, pues todo se maneja bajo la certificación orgánica y comercio justo. Donc aujourd'hui ils sont 820 producteurs, des tout petits producteurs d'ailleurs, et ils sont donc tous certifiés bio et commerce équitable. Pues también todas las parcelas o las granjas familiares se maneja bajo agrosistema forestal, en el tema de reforestación, las parcelas se maneja el sistema de parcelas agroforestales con frutales y maderables. Donc chez Apodip, tous les producteurs travaillent en agroforesterie. Donc il y a des arbres d'ombrage, des bois d'œuvre, l'étage le plus élevé, et puis en ombrage aussi des fruitiers qui sont associés avec les arbres de cacao. Pues el sistema de precios a nivel de país, en Guatemala se produce menos de 2.000 toneladas anual de cacao. De esas 2.000 toneladas se consume el 95% a nivel de país. Un pequeño porcentaje es lo que se exporta a mercados diferenciados. Donc on a déjà dit, la consommation du cacao du Guatemala, c'est principalement le marché local, à 95-90%, et il y a une très faible partie qui part sur l'export. Pues dentro de ese porcentaje estamos como Apodip, exportamos a Europa, a nuestro cliente socio que es Equipable,
estamos en el mercado orgánico y comercio justo. Inicialmente en el 2017 fueron 3 toneladas, que al 2022 logramos exportar 103 toneladas. Donc en 2017, Apodip a commencé avec 3 tonnes de cacao exportés pour Etikable. Aujourd'hui, ils sont à plus de 100 tonnes de cacao bio. Et alors, les prix du marché local sont assez élevés au Guatemala. De combien sont-ils? Los precios en el mercado local son bastante elevados. Si nos puedes comentar cómo está el precio en la plaza. Pues a nivel de país, pues los precios del cacao lavado, que es la mayor parte que se maneja, pues están en quetzales. Estamos hablando de 3 quetzales, de 300 quetzales el quintal. El cacao lavado, pues ya al mercado diferenciado estamos hablando de 350 quetzales el quintal, que equivale a $45 el quintal en barro. Donc le marché du cacao lavé, c'est le marché c'est le cacao utilisé pour la consommation locale. Il est à 300 quetzals le quintal, qui nous donne, en comparaison pour le cacao fermenté, on va monter à 350 quetzals, et ce qui nous fait $45 du quintal de cacao mouillé, ce qui peut nous donner, nos puedes dar en seco. Pues en seco estamos hablando de ya el fermentado seco es de $121 el quintal seco, equivale a 2.600 la tonelada métrica. Voilà, donc on va revenir sur une donnée qu'on peut mieux comparer. $2.600 au producteur par tonne de cacao sec. Pues ya con el ajuste del premio al productor, está recibiendo la tonelada métrica a 3.300 el seco fermentado. Et donc dans le cas d'Apodip, ils arrivent à payer un surprix dans ce contexte-là, et ils arrivent à payer aux producteurs $3.300 la tonne. Merci. Donc ça c'est l'exemple d'une petite origine de qualité avec des prix donc plutôt élevés qui se détachent, on va dire, du marché local. Il y a un autre pays dans ce cas-là qui est Madagascar. Johnny, Madagascar produit un cacao de qualité qui est très recherché, notamment par les chocolatiers fins, notamment dû à ces arômes de citron et ces arômes acidulés du cacao de Madagascar. Vous, dans votre cas, dans cette période, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation rapide de l'UCLS et ensuite nous dire, dans cette période de 2017 à aujourd'hui, à comment se vendait le cacao de Madagascar? Est-ce qu'il se vendait au-dessus des prix du marché ou est-ce que vous le vendiez comme les autres prix du marché? Donc, l'UCLS, en fait, c'est une union des 22 coopératives qui se trouvent au nord-ouest de Madagascar, plus précisément dans la région du Sandra. Et c'est la première coopérative qui arrive à exporter vers l'extérieur avec certification biologique et du commerce équitable. Donc on est reconnu sur ce label-là. En 2016, on va revenir un peu à l'arrière jusqu'en 2022, voire au début de 2023. UCLS arrive à vendre quand même votre produit à un prix supérieur, largement au-dessus de la prix local. Parce qu'à ce moment-là, nous, on vend notre cacao à 4,2 dollars le kilo à l'export fort. Et par rapport au marché local qui est quasiment presque la moitié, qui a de 6 et de 8 dollars la tonne. Donc nous avons quand même une base un peu élevée grâce à cette union de coopératives pour avoir les qualités supérieures d'un coup. Donc $2.600 la tonne pour le cacao courant de Madagascar, donc finalement le prix du marché. Et tout à fait, c'est ça. Donc finalement, dans cette période basse, Madagascar n'a pas vraiment eu un surprix
sur le cacao conventionnel, je veux dire. En fait, Madagascar, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on classifie les cacao par deux classifications différentes. On parle de cacao conventionnel et on parle de cacao certifié biologique. Donc les prix, ce n'est pas la même parce qu'ils ont les primes qui vont avec. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, on qualifie aussi notre cacao, on appelle cacao standard et cacao supérieur. Donc c'est les tons de CSAS qui classifient la nomination supérieure au standard. Et nous, les coopératives, on exporte seulement les cacao supérieurs, mais on ne parle pas de standard ou de conventionnel. Donc c'est pour cela que nous, on a quand même des prix un peu élevés par rapport aux autres concurrents. Et avec ces temps-là, nous, les prix producteurs, c'est à 2,6 dollars le kilo au producteur. Par contre, les prix aux producteurs, s'il n'est pas dans les coopératives, si on vend dans un collecteur par exemple, ça va aller jusqu'à 1,7, 1,8 dollars le kilo. Donc nous, les membres de coopératives, nous on a quand même avoir des bénéfices par rapport au prix, par rapport aux autres producteurs dans les mêmes régions de Sambara à cette époque-là. Très bien, merci beaucoup. Passons par le Togo. Et Aloni, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter Achemawe en deux mots et nous expliquer comment est la situation des prix au Togo dans cette période 2017-2023? Ok, merci beaucoup. Et Achemawe, c'est une union des sociétés coopératives des producteurs de café et cacao. Elle compte au jour d'aujourd'hui 706 membres et 360 membres qui sont dans le commerce équitable et biologique. Et concernant les prix, en bref, de 2017 en 2023, nous avons des prix qui ont reparti de 900 à 1200 d'un seul coup en 2023, qui sont passés à 1800, 1900. Et ici, les prix sont donnés par le comité de coordination des filières de café cacao selon la bourse de Londres, qui est contrôlée sur le terrain par l'interprofession. Et je peux dire, nous qui produisons le cacao biologique, nous avons un prix minimum garanti, à part les prix sur le terrain. Donc, c'est cette année que les prix sont montés et qui dépassent largement les prix minimum garantis. Donc, nous sommes à 1900 présentement sur le terrain. Merci beaucoup. Donc maintenant la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que ces prix sont suffisants pour faire vivre les producteurs? Alors j'avais imaginé un petit exercice. C'est vrai que de nombreuses études montrent combien les prix qui ont été pratiqués dans cette période sont insuffisants pour avoir un revenu décent. Un des indicateurs qui vaut ce qu'il vaut, qui est celui du coût du journalier du travailleur agricole à la campagne par jour, est un bon indicateur parce qu'il nous donne, on va dire, le revenu le plus bas qui existe dans une zone cacaoyère. Est-ce que chacun d'entre vous pourriez nous dire dans vos pays à combien est payé le journalier agricole qui travaille dans le cacao, avec le prix du journalier et son repas compris? Et pour cela, moi je peux dire que toujours le prix est donné par l'acheteur sans compter du coût de production du producteur. Donc, si il faut réellement calculer le coût de producteur, les prix sont toujours bas. D'accord. C'est ça, tout. Sí. En promedio, un jornal de trabajo por día es 10 a 12 dólares. Donc en moyenne 10 à 12 dollars par jour. Ok. Ouais, chez nous, à Tia Salé,
Le prix journalier, c'est 2500. 2500 francs CFA. Par jour. Pour un journalier. Ça fait 4 dollars à peu près par jour. Et El jornal en Guatemala. Pues El jornal en Guatemala, nosotros tenemos una cualidad con el productor que él trabaja su parcela pero no lo toma en cuenta. Él no lo ve como una inversión. Eso lo vemos en muchos casos, pero la ley establece que legalmente el jornal está costando 90 quetzales día. Donc il y a un salaire journalier qui est promulgué par l'État dans le milieu rural, notamment pour les grandes plantations. On est à 90 quetzals, ça nous fait c'est 7,8. Donc ça nous fait 12 dollars. 12 dollars par jour. Mais dans la zone, el productor, cuando el productor contrata a otro productor, ¿a qué precio se paga? Ahora si calcula su día como colocando su mano de obra 50 quetzales, pero al pagarle a otro productor, pues también hay que aplicar la ley que establece que son 90 quetzales al día. Dans la pratique, ça peut descendre jusqu'à 50 quetzals, donc là on est plutôt à 7 dollars. 7 dollars par jour. Johnny, Madagascar, c'est plus bas. C'est plus bas, donc c'est moins de 2 dollars le jour. Moins de 2 dollars par jour. 2 dollars par jour. C'est rare d'avoir 2 dollars, surtout pour les paysans. J'ai fait les calculs à base de la salaire minimum fixé par l'État. Mais par contre, lorsqu'on travaille avec les producteurs, ça va augmenter un tout petit peu, mais c'est toujours moins de 2 dollars. Donc on voit que ce petit exercice on passe de 10 dollars à 2 dollars, donc ça montre aussi l'hétérogénéité des revenus et des coûts de la vie dans chacun des pays. Alors aujourd'hui, tous les chocolatiers et l'industrie utilisent le concept de living income. Tout un chacun veut montrer qu'il mène une action pour que le producteur atteint le living income, c'est-à-dire le revenu décent, c'est-à-dire le revenu qui permet à une famille de couvrir ses besoins vitaux, d'alimentation, d'habillement, de logement, de santé, d'éducation. Marc, en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de living income, souvent il y a des séminaires sur le sujet, on calcule chaque label, les ONG font aussi un travail sur le living income. Vous, en tant que producteur, quelle est votre perception sur ce revenu décent? Est-ce que les prix pratiqués par les différentes entreprises ou par le marché du cacao permet un revenu décent aux producteurs en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on peut dire que le producteur ivoirien ne perçoit pas ça. Bon, la CEP, c'est 300 producteurs, notre production fait 400 tonnes. Dans le conventionnel, on peut témoigner peut-être c'est 1 à 2 producteurs. Donc je veux dire que le producteur ivoirien ne perçoit pas le minimum. Aujourd'hui, le prix du cacao en Côte d'Ivoire, c'est 1000 francs. Mais quand tu vois le coût de production, si on veut prendre vraiment le coût de production, les 1000 francs ne suffisent pas. Les 1000 francs ne suffisent pas, d'accord. C'est ça. Est-ce que tu peux, toi, nous donner un peu ton point de vue sur, dans cette période de marché bas, est-ce que les prix du cacao étaient vraiment insuffisants pour couvrir les coûts de vie des familles? Et toi, le living income, cette volonté d'arriver à ce revenu décent, comment tu perçois cette question? Bien. Como yo decía, hay dos realidades. Para el caso nuestro, nosotros estimábamos que por abajo de $3,000 la tonelada, el productor perdía. Pero los productores de nuestros socios reciben en promedio $4,000 la tonelada. Entonces, eso es 30 e incluso 40% más que los productores no organizados. Donc au Pérou, eux ils considèrent chez Norandino qu'il faut $3,000 la tonne pour couvrir les coûts de la production bio. Et donc quand on est en dessous, les producteurs perdent de l'argent. Et par contre, avec les prix qu'obtient Norandino, qui c'est plutôt dans l'entour de 4,000, forcément dans ces cas-là, ils sont au-dessus de ce prix durable. Pero nosotros, para que una familia viva dignamente, necesita
2 hectáreas como mínimo con un rendimiento de 1000 kilos por hectárea en promedio. Donc Norandino détermine qu'il faut à peu près 2 hectares de cacao avec une bonne production, une tonne hectare, et que dans ces cas-là, la famille peut vivre de ses revenus avec des prix en biocommerce équitable. Entonces estamos hablando de intensificación de la agricultura orgánica, porque yo veo que en otros países producen menos con una producción convencional. Nosotros hemos llegado a estandarizar el promedio de producción de 1000 kilos, pero con manejo de sombra, con las actividades técnicas que tienen que hacerse en la plantación, con el adicional de abonos orgánicos y todo el trabajo que tiene que hacerse para que una plantación se mantenga en buen estado. Alors, pour arriver à ces 1000 kilos par hectare de cacao sec, bien entendu, il faut travailler, il faut intensifier un travail, notamment par de la taille. Il faut tailler les arbres pour qu'ils soient plus productifs. Il faut apporter éventuellement de la fumure, des engrais bio, pour obtenir ces rendements-là. Et donc, on constate que sur ces rendements-là, ils sont importants, ils sont élevés, ils sont même parfois plus élevés que dans certains pays sous un système conventionnel avec l'usage de pesticides. Y ese es el problema que yo veo. Muchas veces se compara una plantación mal manejada, una plantación casi abandonada, con una plantación tecnificada y con abonos químicos. Eso no es una buena comparación. La buena comparación es un buen productor orgánico que trabaja, que maneja las actividades que tiene que hacer. Y hay productores que cosechan incluso más de 1000 kilos, 1500 kilos. Conozco productores que llevan 1500 kilos sin problemas, pero con un trabajo realmente dedicado. Donc cette question de revenus, il faut voir effectivement ce qu'on compare. Alors si on prend le cas d'un producteur qui a une très mauvaise production, et dans ces cas-là, forcément les revenus vont être faibles, mais chez Norandino, on va arriver à ces 1000 kilos par hectare, et éventuellement certains producteurs vont arriver à avoir même des rendements supérieurs. Lorena, quelle est la conséquence au Guatemala des prix bas durant cette période sur les familles de producteurs et sur le milieu rural? ¿Qué consecuencias tiene los precios bajos durante los periodos que estaban más bajos sobre los productores? ¿Y qué pasa a nivel de las familias? Sabemos exactamente que el productor no puede vivir solo de la producción de cacao. Se maneja, por eso es que nosotros implementamos el sistema de parcelas diversificadas, que si el cacao, no, sabemos que también el cacao es bianual la producción, si no tiene una producción, tiene de otro cultivo, pues los precios bajos para nosotros sí es un problema. El cacao de Guatemala, el exportable al mercado especializado tiene mucha demanda, por lo que tenemos la competencia muy fuerte al momento del acopio, por tal de acopiar el cacao, entonces ellos le aumentan el precio. Para nosotros sí es un problema. Donc au Guatemala, la production de cacao exportable est petite. Les producteurs ont des petites parcelles. Elle n'a pas précisé la quantité, mais c'est vraiment des micro-parcelles. Certaines familles n'ont que quelques arbres. Et donc cette production-là, pour les producteurs, pour vivre, en fait, ont un système diversifié. Ils vont avoir d'autres productions, d'autres sources de revenus pour pouvoir compléter leurs revenus agricoles. Et donc, depuis quelques années, avec cette demande de cacao, les prix ont augmenté sur le marché. Il y a de la concurrence, il y a de la demande extérieure pour l'export. Et donc, les prix ont augmenté et ça stimule un petit peu la production qui est finalement toute petite dans le pays. Pues buscando otra solución, nosotros en conjunto con nuestro socio equipable, para que el productor obtenga el mejor ingreso de su cacao, su producción de cacao, estamos implementando la primera fábrica
de licor de cacao en nuestra sede, en el área Porchic, la parte norte de Guatemala. Donc Apodip, par rapport à ce contexte-là de concurrence, avec des prix, on va dire, supérieurs au reste du marché au niveau mondial, puisqu'on est sur des prix qui vont être 20 ou 30% supérieurs, Apodip va mettre en place une usine de transformation de cacao en masse de cacao, en alliance avec Etikab, et donc ils vont mettre ça en place l'année prochaine, pour permettre de gagner de la valeur ajoutée et pouvoir mieux rémunérer les producteurs. Merci. Avançons dans notre déroulé. À partir de juin de cette année 2023, les cours internationaux, la bourse de New York a monté énormément pour atteindre des sommets aujourd'hui tout à fait inégalés, puisqu'on est à 3800 $ la tonne. Et donc l'impact de cette augmentation de prix est différent d'un pays à l'autre. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les producteurs vont bénéficier de cette hausse de prix, ou est-ce que c'est la filière qui va simplement en bénéficier? Johnny, à Madagascar, quelle est la situation? Quel est l'impact de la hausse des marchés internationaux sur les prix locaux et sur la vie dans le cacao à Madagascar? Oui, ça a changé brusquement, parce que cette année, il y a une augmentation de prix quand même vachement élevée. La raison pour laquelle on a cessé, c'est qu'il y a le changement des variations climatiques, c'est sûr, parce que nous, il y a une sécheresse qui a frappé Madagascar en 2022. Et nous, on a constaté une baisse de production qui allant jusqu'à 40% de production. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. On connaît tous qu'il y a une forte pluie qui a frappé Côte d'Ivoire et ça passe au Ghana. Et actuellement, à Madagascar, il y a plus de demandes de l'offre de cacao fin. Et tout le monde est là-bas, il y a des Chinois qui arrivent chez nous, les Indes, ils sont tous là-bas. Les Japonais, ils ont des avances, et la production ne suffit plus à supporter la demande. C'est pour cela qu'il y a une hausse des prix du cacao. Actuellement, le prix du marché local, en termes de dollars, ça va aller jusqu'à 3,74, 3,75 maintenant, le prix du producteur local. Donc en fait, le prix du producteur local à Madagascar est supérieur au marché mondial. Ça veut dire que si le prix était aussi élevé, 3,75 $ le kilo, ça veut dire que les exportateurs de Madagascar exportent bien aujourd'hui, bien au-dessus encore du prix qui est déjà élevé sur le marché mondial. C'est de la guerre, parce que actuellement, ce n'est pas la coopérative, tout le monde crée des coopératives. Et des sociétés aussi actuellement fonctionnent avec des coopératives pour avoir des prix rémunérés par rapport au prix ou faire trade et tout ça. Donc il y a quelques compagnies qui travaillent avec en Suisse ou en Belgique qui est comme Etikab actuel. Donc il y a les guerres des prix. Et comme les produits, il est bien cherché, donc tout le monde essaie d'augmenter les prix pour collecter les restes du cacao, sachant que Madagascar c'est quand même minime par rapport aux productions mondiales. Donc c'est ça le problème actuel. Donc pour les producteurs, ça a un impact. Pourquoi les producteurs cherchent actuellement où est le meilleur prix. Donc les coopératives, ça risque au niveau des coopératives parce que si les coopératives n'arrivent pas à s'aligner avec les prix du marché local, donc la plupart des membres, ils vont les faire des cacao chez les sociétés ou chez les collecteurs. Donc ils ont gagné un prix supérieur. Par contre, ça a mis en péril la vie de la coopérative. Donc les producteurs en profitent, oui. Puisque les prix sont élevés. Par contre, c'est plus difficile pour la coopérative. C'est une épreuve pour la coopérative parce qu'elle est mise en concurrence par le marché et les prix élevés du marché. Tout à fait.
au Togo, et comment est la situation? Est-ce que les producteurs ont bénéficié de cette hausse également du cours du cacao? Et je peux dire oui, les producteurs ont bénéficié de ce prix. Et tout juste, comme on vient de parler, le frère, c'est le problème qu'on rencontre parce que le producteur aime vendre sur le prix qui est mieux que de collecter son produit au niveau de la coopérative pour un prix qui est peut-être un peu bas. Donc, le prix est monté et cela a des problèmes à des producteurs bio. Le marché est à combien? Le prix local est à combien? Le prix local est à 1900 présentement. 1900 francs CFA. Oui, oui. Donc il y a un prix très élevé. Et vous, à 1900 francs CFA, vous considérez que c'est un bon prix pour les producteurs? Est-ce que ça permet d'atteindre un revenu intéressant pour les producteurs à ce prix-là? Bon, c'est le prix qui est là. Donc le producteur, comme il n'a jamais eu ce prix, il se dit le prix est bon par rapport au prix des années antécédentes. Très bien, merci Marc. À toi maintenant. On est à 1900 francs CFA au Togo. Est-ce que en Côte d'Ivoire, vous avez bénéficié de cette hausse? Il semble que non. Bon, chez nous, c'est oui ou non. Oui, c'est concernant la coopérative, puisque chez nous, on est passé de 1800 à 2000, même voire 2257 francs. Cela dépendra du temps qu'on va vendre à nos partenaires. Mais en tant que producteur ivoirien dans l'ensemble, non. Puisque je vous dis que le Conseil Café Cacao vend en avance sa production. Donc, notre prix est stable. Sur la grande campagne, ça ne va pas changer jusqu'à ce que... C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer, le Conseil Café Cacao demande à ce que toutes les ventes se fassent au moins 10 mois, 12 mois avant l'ouverture de la campagne en automne. Et donc, la campagne ivoirienne a été vendue en début d'année, lorsque les cours internationaux étaient encore bas. Et puis maintenant, les cours ont monté, mais du coup, les Ivoiriens n'en profitent pas. Non, puisque le prix du kilogramme reste toujours à 1000 francs. Les exportateurs pourront témoigner. Je pense que c'est ça. Ok. Très bien, donc on voit que effectivement les situations sont très diverses. On peut dire de cette façon que, en tout cas dans le cas de la Côte d'Ivoire, malheureusement le producteur ne se bénéficie pas de cette hausse du cours, alors qu'à Madagascar ou au Togo, on voit qu'effectivement l'impact a été assez fort. C'est ça. Toi, est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue? Finalement, quelle est la solution? Comment réagissent les marchés au Pérou? Est-ce que le commerce équitable, les produits de qualité, est-ce que c'est une solution pour le marché de demain? Nosotros lo vemos ya, están los resultados ahí del trabajo de los años pasados. Vemos que las familias socias de Norandino mejoran la calidad de vida, han logrado, después de casi 2 décadas, educar mejor a sus hijos. Entonces ahí se mejoran las infraestructuras. Entonces yo creo que la forma de trabajar de manera organizada es el camino. No es fácil. Yo diría que trabajar de manera organizada es difícil porque es difícil construir una visión común con gente que no tiene, muchos de ellos tienen una formación básica, con muchas competencias, con muchos enemigos de las cooperativas, pero yo creo que ese es el camino a tomar. La forma como hemos logrado nosotros, con los resultados que ahora vemos en el campo, nos dice, tenemos que seguir ahí. Donc les coopératives de petits producteurs se développent dans un milieu assez hostile. Ils ont beaucoup de concurrence, beaucoup d'éléments qui perturbent et c'est pas facile pour les coopératives d'avancer. Je précise aussi que souvent c'est des tout petits producteurs avec assez peu de formation, donc monter une organisation forte qui arrive à se développer dans le marché, c'est quelque chose de complexe. En termes de résultats, par contre, aujourd'hui, l'impact constaté au niveau des familles est consolidé. On a une amélioration des conditions de vie et notamment une amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis.
César, quel va être l'impact de ces cours élevés en ce moment au Pérou sur ces marchés de spécialité, sur ces marchés de qualité bio que vous avez à des prix de $4000? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont monter encore? Est-ce qu'ils vont résister? Est-ce que ces marchés-là vont résister à la hausse du marché actuel? Yo creo que, a ver, nosotros el incremento de precio al final no nos impacta porque ya tenemos un precio alto. Tenemos un precio de $4000 y tenemos relación de largo plazo. Entonces, nuestra cooperativa, yo diríamos, si bien quisiéramos, pero tampoco estamos interesados en negociar precios más altos porque sabemos que también puede bajar el precio. Ese es uno. Pero el gran problema son los productores que no están organizados. Los productores que no están organizados, incluso es casi lo mismo de Costa de Marfil, han vendido su producción por adelantado. El productor necesita dinero para enviar a sus hijos al colegio en los meses de abril, marzo, abril, necesita dinero para la educación, necesita dinero para la alimentación, entonces vende su cacao por adelantado y lo vende en beneficio de los intermediarios. El intermediario aprovecha para comprar por adelantado a precio bajo. ¿Y qué pasa después? Cuando el productor se engancha, ya no le interesa la calidad. Dice, ya, yo vendía $2500 el cacao, después se entrega, dice, quedé contigo 1000 kilos, aquí están los 1000 kilos, pero tampoco le importa entregar una buena calidad. Y el comprador tampoco se interesa por la calidad porque está enganchado en un mercado de masa, de volumen por un cacao que no paga un mejor precio. Donc, César précise qu'au sein d'Andino, le fait que les prix augmentent aujourd'hui, alors eux ils sont pas touchés par cette hausse-là parce qu'ils avaient déjà un prix élevé avant, donc ces prix se maintiennent au niveau de la coopérative. Après il dit au niveau des producteurs non organisés, en effet, il va y avoir des phénomènes où actuellement les prix aux producteurs augmentent, mais il souligne aussi le fait que, en effet, quand les prix du marché international augmentent, il faut voir aussi ce qui redescend au niveau du producteur. Il y a des phénomènes aussi où les petits producteurs vendent leurs récoltes aux commerçants au niveau local, parfois demandent des avances de prix pour pouvoir se financer, pour pouvoir financer la récolte. Et dans ces cas-là, finalement, le prix réel qui arrive au producteur n'est pas aussi élevé qu'on le pense. Donc l'impact chez les producteurs n'est pas toujours aussi net. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, pour la coopérative, en effet, la question se pose de savoir est-ce que les prix vont encore augmenter. Pour l'instant, en tous les cas, au niveau de la coopérative, c'est pas une demande spécifique, parce que Andino sait que sur le long terme, les prix ont toujours été pour eux stables et élevés, donc ils valorisent ça, et donc aujourd'hui, c'est pas forcément une recherche d'avoir encore quelques centimes en plus au-dessus du prix actuel, c'est plutôt de maintenir ce prix-là sur le long terme. Nuestra decisión va en línea con el interés del productor. El productor lo que le interesa es tener un buen precio y tener un mercado seguro. Entonces, y eso es lo que tenemos nosotros, tenemos un buen precio, un mercado seguro. Sabemos que no sabemos cuánto se va a mantener el precio de cacao, si baja, estamos cubiertos porque somos acostumbrados a relación de largo plazo. Pero en complemento a lo que está pasando con la subida del cacao en los últimos meses, yo tengo unos amigos que hicieron una gira en el Perú. Dice, hay cacao, hay buen precio, pero los compradores no están comprando el cacao a buen precio. Dice, ¿sabes qué? Incluso, dice, ya el precio internacional es tanto, pero no te ofrezco lo que es, si quieres te pago 3200. Entonces, la subida de precio es relativa también para los productores. Il reprécise qu'en effet, ce qui est intéressant pour la coopérative et pour les producteurs, ce sont des prix stables, des relations de long terme. En effet, c'est important d'avoir un prix élevé, mais c'est surtout important qu'ils se maintiennent dans le temps pour soutenir l'activité. Et qu'aujourd'hui, ils constatent qu'il y a des témoignages de techniciens qui ont tourné au niveau du Pérou, et qu'en effet, on entend parler d'un prix international très élevé, mais finalement, on a aussi des distorsions de prix avec des qualités faibles achetées, avec des prix qui sont nettement moindres à ce qui est annoncé au niveau international.
Très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. On va peut-être passer la parole à la salle pour voir s'il y a quelques questions. On a tenté de faire le tour de la question des prix actuellement. Y a-t-il des questions ? Olivier Costil, le journaliste au Monde de l'épicerie fine. La question, quand même, elle est de savoir si les prix vont rester élevés ou pas. C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que quelqu'un répond à ça? Bon, si on regarde le graphique, il donne une réponse, hein, déjà, parce que c'est vrai que les prix élevés, en général, on a des phénomènes de marché de bourse spéculatifs, ils finissent toujours par les ascendre à un moment donné. Et puis là, c'est vrai que, je ne sais pas, Marc, si tu as des éléments, la Côte d'Ivoire a fermé ses ventes. Que va-t-il se passer lorsque la Côte d'Ivoire va rouvrir ses ventes additionnelles pour cette saison? Je pense que les prix vont baisser si la Côte d'Ivoire ouvre, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 45% de la production mondiale. C'est fermé, parce que le prix est si élevé. Si aujourd'hui, le Conseil Café Cacao ouvre le déblocage, je pense que ça va influencer vraiment le prix. Puisque la Côte d'Ivoire a arrêté de vendre au mois de juin, c'est ça, juillet? Avant ça. Mois avril. Donc a arrêté les ventes en affirmant qu'elle avait vendu l'ensemble de son cacao, et ce qui a aussi contribué à cette hausse importante. Voilà. Et donc on imagine que la Côte d'Ivoire à un moment donné va vendre le restant, c'est-à-dire la partie de sa campagne qu'elle n'aurait pas encore vendue. Et évidemment, ça va probablement provoquer une baisse du prix, puisque généralement sur ces phénomènes boursiers, dès que la situation se retourne, les rats quittent le navire en train de couler et ça redescend très vite. Juste peut-être des éléments de réponse. En fait, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu une saison pluvieuse extrêmement forte. Il a beaucoup plu. Et en fait, même c'était pas prévu, parce que dans les prévisions de changement climatique, on s'attend plutôt à un assèchement de certaines zones. Or là, il a beaucoup plu dans le sud de la Côte d'Ivoire, et en fait, il y a eu une augmentation de la pourriture brune des cabosses due à Phytophthora. Et donc des pertes énormes de maladies dues à Phytophthora mégacardia, qui est une maladie à champignons et qui prospère quand il fait très humide. Donc c'est la raison. Donc en fait, est-ce que les prix vont rester hauts? Ben non, ça va dépendre. J'allais dire, ça va dépendre du temps. Et les prévisions, on sait faire des prévisions à quelques mois, mais des prévisions à plusieurs années, malheureusement, on ne sait pas faire. Donc en fait, les prix, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir à long terme. Mais toujours est-il que là, c'est des événements climatiques particuliers qu'on conduit. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a fermé, parce qu'ils étaient plus sûrs de pouvoir respecter les engagements de vente sur lesquels ils se plaçaient. D'accord, il y a une raison technique, on va dire, réelle, mais il y a quand même un marché spéculatif, parce que finalement, il n'y a que 100 000 tonnes de trop et de déficit, on va dire, et que le marché surréagit évidemment à cette annonce. D'autres questions? Merci. Bonjour, je suis Artide Pato, je suis ingénieure agronome. Ma question, on l'a vu du coup pour la coopérative Morandino et du coup pour les producteurs au Guatemala, pour garantir un prix élevé du cacao, ça va être une transformation sur place pour ajouter de la plus-value. Est-ce que ça va être le cas pour les producteurs à Madagascar ou les producteurs au Togo? Est-ce qu'il y a des projets de transformer les fèves de cacao en masse de cacao? Est-ce que vous avez des projets de transformation de fèves en masse de cacao? Est-ce que c'est la solution? C'est une des solutions. Nous, ICLS a déjà une vision depuis 2 années. Donc, on est en train de collecter des fonds, il y a déjà un business plan qui allait dans ce sens. Parce que pourquoi à Madagascar, ce n'est pas plusieurs sociétés. On souffre de prix qui est augmenté actuellement au niveau des matières premières, au niveau des producteurs. Donc plusieurs entreprises, exportateurs, ont du mal à entrer dans le marché. Il y a certaines fermées jusqu'à maintenant, 2, 3 coopératives, je sais, qui n'exportent pas leur cacao cette année parce que les prix producteurs sont élevés.
Il y a deux sociétés qui sont en train d'installer une usine de fabrication de chocolat dans la région d'Ambans actuellement. Et ils ont venus de Suisse. Et c'est eux qui a fait augmenter le prix du cacao parce qu'ils pensent, et ils ont raison quand même, parce que s'ils arrivent à faire instaurer leur usine à Madagascar, donc le coût de transformation va baisser. Par contre, ils exportent après du tablette de chocolat venant de Madagascar vers exporter à l'extérieur. Donc si nous arrivons à faire cette transformation, soit en masse de cacao, soit en tablette, ça a déjà créé une source d'emploi au niveau de la coopérative, au niveau de la région d'Ambans, et aussi ça donne une valeur ajoutée pour essayer d'aligner sur le marché. Donc c'est une solution à laquelle nous on a déjà pensé, et Eticap aussi il a de la vision que nous. Donc ils ont fait un test actuellement dans certains pays fournisseurs de cacao, et je suis sûr certainement que ça va aller jusqu'à Madagascar. Adani, est-ce qu'au Togo, on transforme le cacao? Ah oui, à notre niveau, bon, nous avons un petit transformateur local qui est Choco Togo, mais qui prennent peu de tonnage pour le moment. Et je pense bien que bon, notre client Eticable aussi a une idée pour la transformation à notre niveau, mais qui n'est pas encore arrivée. En Côte d'Ivoire, je pense que nous, en tant que coopérative, nous sommes très petits quelque part, mais il y a déjà un projet avec EcoTeam, Team Bass, qui d'ici, depuis 2 ans, on parle de ça. Peut-être l'année prochaine, ce projet verra le jour qu'on va faire la masse en Côte d'Ivoire, la masse de cacao bio. César, qu'est-ce que tu vas ajouter là-dessus? Parce qu'une des difficultés quand même sur cette transformation, c'est d'atteindre le marché. Parce que le marché, souvent, les chocolatiers ont leur propre circuit, leurs propres habitudes, et c'est pas facile de faire changer la structure des marchés et des transformations. Es justamente por ahí va mi comentario. Muchas veces pensamos, ya vamos a generar valor agregado, pero realmente ¿cómo vas a distribuir, cómo vas a llegar al mercado? Aquí hay una red de chocolateros, la red de patissier y todo eso, que son abastecidos por los grandes, que tienen han montado una red bastante grande de distribución. ¿Cómo va a ser una cooperativa chiquita en América Latina o en África para tratar de llegar a la distribución aquí? No es fácil. Donc César précise que c'est pas facile d'accéder au marché de la masse de cacao transformé. En effet, il y a possibilité de donner de la valeur ajoutée au niveau local, mais aujourd'hui on constate que les gros acteurs de la filière, les acteurs dominants, dominent aussi la distribution de masse chez les chocolatiers, et que donc l'accès au marché, trouver des acteurs qui vont accepter de travailler avec ces masses-là, c'est pas quelque chose de facile. Y para nosotros, por eso la alianza con Eticable, que son fuertes en la distribución, que son fuertes en la red de chocolateros, ya están haciendo muy bien su trabajo, y nosotros nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer. Et donc d'où l'intérêt d'avoir des partenaires comme Eticable dans ce cas-là, qui peut absorber cette masse et travailler la partie distribution en France, et eux se concentrer sur la production et la transformation de masse sur place. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question, encore quelques... Oui, alors il y a encore quelques questions. Continuons dans ce cas. Bonjour, je suis Aboudraman, responsable durabilité à Kayat, qui est une coopérative qui bénéficie du programme Équité avec la VSF. Donc ma question est la suivante, c'est après la présentation avec les différents prix que Eticap arrive à assurer aux producteurs, quels pourraient être les critères ou comment est-ce qu'on peut faire partie du sourcing de Eticap, vu que nous sommes certifiés bio aussi et puis fair trade. Donc voilà ma question. C'est une très bonne question. Alors,
On va en parler en dehors, parce que je ne pense pas que ce soit l'objet d'en parler ici devant tout le monde. C'est vrai que nous, on est dans cette difficulté bien souvent. On pratique les prix plutôt élevés, qu'on considère comme des prix rémunérateurs. On n'est pas les seuls. Hein. On est quand même quelques entreprises ou quelques entités à pratiquer des prix plus élevés que le marché et qui permettent des revenus décents. Mais c'est vrai que lorsqu'on travaille avec des producteurs, souvent, eh ben, c'est pas facile de trouver d'autres marchés aussi rémunérateurs. Quoi. Et que quelque part, lorsque les coopératives ont d'autres marchés, bon, ça fait une sorte de dilution, parce que souvent, ils trouvent des prix plus bas. Et que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les marchés comme les nôtres sont encore petits et ne sont pas la majorité des marchés. Et qu'évidemment, il y a aujourd'hui plus de coopératives qui aimeraient accéder à ces marchés rémunérateurs et il faut les développer pour que ce soit possible demain. Voilà la réponse que je vous apporterai, mais on en parlera. Bonjour, Nathalie Vacan, en charge du commerce équitable chez Biocop. En cas de cours haut, comment est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos coopératives pour capter les producteurs, pour éviter qu'ils vendent partout? Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles? Et d'autre part, qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça ruisselle jusqu'aux producteurs et que ça ne reste pas au niveau de la COP? Si vous avez des choses mises en place. Merci. En fait, c'est une chose difficile à mettre en place. Nous, on a déjà réfléchi là-dessus. On est en train de restructuration de la procédure et règles des points intérieurs au niveau des coopératives. Pourquoi? Parce qu'en 2016 jusqu'en 2022, début 2023, ils ont bénéficié quand même d'un revenu supplémentaire. Donc les coopératives, tout le monde veut entrer dans les coopératives, parce que les coopératives, ils ont un prix peu supérieur. Mais là, on est en phase de crise, là, donc tout le monde essaie de dériver des coopératives pour chercher des prix plus rémunérateurs à faire. Donc nous, on a trouvé une faille dans le règlement de coopérative. On a déjà fait des prospections, des visites d'essence dans des diverses coopératives à Madagascar et en Monde, comment ils fonctionnent et comment ils aident dans ces genres de problèmes. Donc nous, on a déjà fait une étude là-dessus. On a trouvé quand même le fonctionnement de coopératives, de certaines coopératives à Madagascar qui arrivent à gérer ces problèmes en entrant quand même dans le règlement intérieur des procédures qui, exemple, tout ce qui, les producteurs ne livrent pas les produits du cacao pendant 3 marchés, donc, il y a un avertissement déjà. Okay? Parce que nous, on connaît le référencement partiel des membres. Nous, on connaît la production hebdomadaire de chaque membre. Donc, s'il ne fait pas une livraison pendant 3 semaines, donc ça veut dire qu'il a un problème là-bas. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème financier au niveau de notre coopérative ou un problème à elle? Donc, nous on a déjà essayé de trouver un fonds suffisant pour que la coopérative a des moyens financiers suffisants pour acheter directement au moment du marché des produits du producteur. Parce que c'est ça, c'est les prix du marché qui comptent. Donc, nous, on a les moyens pour acheter directement en les mêmes jours. Donc, c'est sûr que nous arrivons à collecter 100% de la production de nos membres. Mais si on retard des paiements en fonction de soit de nos relations internes, soit par rapport au manque de trésorerie sur le moment du processus de la vente, donc il a peut-être un retard de paiement d'une semaine, de 2 semaines. Donc les producteurs n'arrivent plus à supporter ça, ils veulent des argents tout de suite. Donc ça c'est une solution, soit avoir des fonds suffisants. Deuxième solution, c'est de il faut que les membres ils ont conscience que si les produits arrivent dans une coopérative, c'est comme de l'économie. Le problème des producteurs en base actuellement, c'est qu'il a reçu de l'argent aujourd'hui et il ne gagne rien. Ça se perd aujourd'hui même. Donc, il n'arrive pas à faire des économies là-dessus.
à la fin du mois, ils n'ont rien. Par contre, si l'on voit les produits dans les coopératives, c'est autre chose. Parce que ça s'ajoute du jour au lendemain, et à la fin du mois, ils ont réussi quand même 2 millions d'arias, 3 millions d'arias à chaque membre de coopérative, au lieu d'avoir 100 000, 200 000 arias hebdomadaires ou bien 10 000, 20 000 arias journaliers. Donc ce n'est pas la même. Donc nous on a déjà travaillé là-dessus, essayer de trouver un compromis entre les coopératives et l'union et d'ajouter une règle fixe pour sécuriser la gestion des stocks, des rotations de stock au niveau des centres coopératives. Très bien. La problématique de l'UCLS étant de diminuer ses coûts et de fidéliser ses coopérateurs. Et donc c'est un chantier qu'ils lancent effectivement de diminuer les coûts et trouver des moyens en ces périodes de prix élevés de fidéliser les producteurs. On vous écoute. Ok, moi je pense que la meilleure manière de fidéliser ces producteurs, c'est de les rendre assez de services. Nous, à la SEB, on a essayé plusieurs cas parce que une manière de les rendre service aussi, des fois, ça crée beaucoup de dettes sur les producteurs. Nous, à la SEB, pour un événement malheureux ou bien heureux, on met à la disposition de ces coopérateurs des fonds. Mais il se trouve que deux fois, trois événements malheureux, bien heureux dans le mois, et il est venu prendre des prêts. Mais quand il va venir vendre, que tu dois couper, il va t'expliquer autre problème. Donc ça devient éternel, ça continue. Donc, de deux, on a essayé dans le cadre du programme Équité 1, faire la bancarisation des producteurs. On a fait l'expérience avec 2 producteurs qu'on lui, compte tenu de sa production et puis du prix, on lui virait 200 000 francs chaque fin de mois. Mais à la fin, il a trouvé que non, vous êtes en train de me rendre fonctionnaire parce que le jour que mon cacao ne donne pas, je ne peux pas avoir ce prix, donc je préfère rester là le jour que je vais vendre mon produit, je vais prendre l'argent. Parce que chaque fin du mois, on a regardé sa production, ça fait 2 tonnes, on lui dirait 200 000 francs chaque fin du mois, et puis en fin de campagne, il a environ 1 million, 2 millions comme économie. Mais il n'a pas accepté en deuxième année parce qu'il dit qu'on est en train de le rendre fonctionnaire. Le jour que son cacao donne plus, il ne pourra pas vivre ça. Donc la meilleure manière de fidéliser ces producteurs, il faut leur rendre service, soit fournir l'engrais. Nous, à la coopérative, grâce à Eticab, on n'achète plus l'engrais, on produit notre propre biofabrique qu'on met à la disposition des producteurs. Mais ça aussi, ça devient, puisque quand ils viennent prendre, quand ils vont venir vendre, on doit prélever. Au même moment qu'on doit prélever, ils ont pris des prêts scolaires. Ils ont pris, si sa femme a couché, ils ont pris des prêts, donc ça fait 3 dettes. C'est très difficile. Donc voici des expériences qu'on essaie, on n'a pas encore trouvé le juste milieu. Tu vois, Nathalie, c'est une réponse très argumentée. Ils ont compris qu'il y avait un acheteur dans la salle et qu'il fallait avoir de bonnes réponses. C'est un autre acheteur dans la salle. Et nous, à notre niveau, nous avons deux choses. Un, ça concerne les produits de végétation que nous subventionnons et nous avons à notre disposition. Quand tu n'es pas dans la coopérative, tu ne bénéficies pas. Seuls ceux qui sont les producteurs qui sont dans les coopératives à notre niveau qui bénéficient. De deux, nous avons eu une microfinance des producteurs du café et cacao. Et avant d'avoir accès à cette microfinance, tu dois être aussi dans la coopérative. Et nous avons, quand vous voulez des prêts, on vérifie votre tonnage sur les cahiers de stock et on voit à peu près ce que tu livres, et avant qu'on te donne des prêts selon ton tonnage, c'est à peu près ce que nous avons à notre niveau. Bon, César, on te laisse la conclusion. Alors cette fois-ci en français. D'accord, mais je sais, je pense que le plus important c'est le service
que sea capaz la cooperativa por rendre a ses membres. Porque el productor, a la fin, el principal interés es de avoir un bon prix. C'est le principal intérêt. Mais aussi d'avoir la sécurité d'avoir le marché et le bon prix tout le temps. C'est pour ça que tous les collègues disent tu dois vendre les engrais, tu dois avoir l'argent, programme de crédit pour les producteurs. C'est le service que ça sert à fidéliser d'un moment. Et pour notre coopérative, l'important c'est la formation. On parle tout le temps, tu vois, à quoi sert la coopérative seulement. Et la coopérative sert dans le moment qu'il y a les prix bas. Tu vois à quel prix vendent les autres producteurs, tu vois à quel prix vendent. Et normalement, les prix bas sont tout le temps. Les prix hauts ne sont pas tout le temps. Ça veut dire que tu dois garder ta coopérative parce que c'est plus important quand les prix sont bas, c'est l'importance de la coopérative. Et la coopérative, en plus, il y a un rôle de régulation des prix. Parce que la coopérative donne un prix haut, les autres disent si la coopérative donne un prix haut, les autres essayent de chercher un prix haut. C'est pour ça que je pense que la formation de membres, de créer la conscience des producteurs, la fidélisation, je pense que à nous, nous a servi déjà pour presque 30 ans. Et on a passé les époques de bon prix et de bas prix. Et pour nous, ça veut dire qu'un marché assuré, prix assuré, fidélité assurée. Très bien, ben, ce sera le mot de la fin. Je vais demander à Frédéric et à Emmanuel de monter sur scène. Merci beaucoup. On va vous laisser de place. On va demander à Frédéric et à Emmanuel de nous tenter une petite conclusion de ces deux tables rondes. Alors on a beaucoup parlé, Emmanuel. Oui, on a beaucoup entendu. Beaucoup écouté. Donc on va peut-être pas paraphraser tout ce qui a été dit et les magnifiques conclusions qui ont déjà été faites par les producteurs eux-mêmes d'ailleurs. Et peut-être te questionner de la première table ronde, déforestation, si tu devais retenir une ou deux grandes idées, que retiendrais-tu? Il me semble que l'ensemble des paroles des producteurs étaient absolument unanimes sur le fait que cette loi sur la déforestation était une initiative positive. Ils l'ont tous salué, ils l'ont tous trouvé d'autant plus légitime que c'est une question centrale pour eux, la question de l'arbre dans leurs parcelles, dans des systèmes agroforestiers, pour effectivement arriver vers des systèmes résilients face à la question du changement climatique. Maintenant, tous nous ont dit, quelle que soit leur localisation à travers le monde, qu'ils avaient un immense regret, qui était de dire l'Union européenne a une exigence, mais finalement, elle ne se pose pas la question de qui va payer cette exigence. Et alors, ils se sentent bien évidemment tous responsables et acteurs de cette question, mais ils ne peuvent pas supporter ce coût, étant donné les prix bas sur le marché. Donc, ils nous ont alertés sur le fait que peut-être que la réponse se trouvait des côtés des États et de l'Union européenne sur la question d'un prix rémunérateur du cacao. Et ils ont également soulevé des questions de faut-il inventer un système de financement capable de répondre à cette loi de déforestation et la nécessaire infrastructure qui va derrière pour eux. Merci Emmanuel pour la première table ronde. Ça fait écho à la deuxième table ronde sur le prix, on retrouve cette question. Moi je vais paraphraser ce qui a été dit notamment par César. Il vient de le dire, donc ça va être tout chaud. L'intérêt du producteur, tu as dit César, c'est un bon prix, un marché stable, assuré dans le temps. Voilà, donc effectivement on voit qu'il y a un marché qui est bouleversé aujourd'hui par un phénomène assez exceptionnel. La courbe nous l'a montré, le marché du cacao qui est monté très très haut, qui monte très très haut, 3800 $ la tonne. Mais on s'est rappelé que pendant longtemps, les rémunérations aux producteurs étaient insuffisantes. Vous nous l'avez rappelé, les producteurs, vous nous avez rappelé ça. On se rappelle peut-être encore qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, près de 50% des producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même le plus grand pays producteur de cacao. Et donc, quelque part, moi, je retiens que de ce que vous nous avez dit, l'enjeu reste le même. Vous l'avez dit à la fin, c'est consolider vos organisations,
consolider des organisations qui sachent fidéliser leurs membres, la question a été posée, fidéliser par la formation, par les services, qui sachent négocier, y compris en période de prio, parce qu'il faut savoir négocier avec les acheteurs traditionnels qui rentrent en concurrence avec vous en cette période-là, mais aussi qui sachent négocier dans les grandes périodes de prix bas, tant avec les États qu'avec les acheteurs, qu'avec les oligopoles et les multinationales qui contrôlent le marché. On a entendu aussi que c'était intéressant de rechercher des alternatives sur les marchés que vous occupez aujourd'hui, des marchés du bio, des marchés de la qualité. On n'a pas entendu beaucoup le mot origine, mais je crois que beaucoup d'entre vous travaillent sur les cacao d'origine. Et puis, on en a parlé. Vous avez parlé de la transformation du cacao, au moins jusqu'à un certain niveau, notamment la masse, pour avoir plus de plus-value dans les pays de production et dans vos coopératives. Et puis, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais je le mets quand même, il faut continuer à travailler, bien sûr, vous, avec notre appui, à nous aussi, parce que ça nous concerne en Europe, sur l'exigence de politique publique, de régulation de ce marché du cacao, dont on voit qu'il est quand même, par la courbe que tu nous as montré, Christophe, extrêmement fluctuant. Voilà les quelques conclusions qu'on retient que nous retenons, Emmanuel et moi. Elles sont sans doute insuffisantes, Emmanuel. Très certainement insuffisantes. Grand merci à tous d'être venus aujourd'hui. Nous allons préparer des petits écrits qui reprendront tous ces verbatims. On fera un petit montage vidéo et puis un audio qu'on mettra à disposition des personnes qui ont laissé leur mail. Donc il y a des petites feuilles, si vous n'avez pas laissé, vous pouvez toujours le faire en sortant. Merci infiniment. Merci à tous, merci aux producteurs et productrices qui étaient présentes. On est très fiers, je crois. Je veux dire qu'on est très fiers d'arriver à vous trouver un espace dans le salon, et plusieurs espaces, celui-ci en est un, mais il y en a eu d'autres, qui vous permettent à vous, producteurs, productrices, de vous exprimer et d'exposer aux gens du salon vos points de vue, vos demandes, vos revendications et vos propositions. Merci à vous, on continuera cet effort dans les prochains salons. Merci beaucoup à tous.